Le voyage d'Eugène Aubin au Maroc, au début du XXe siècle, s'inscrit dans les expéditions entreprises par les Européens, après que les barrières aient été levées, suite aux difficultés et aux contraintes politiques et militaires qu'a connues notre pays depuis l'occupation de l'Algérie par la France en 1830, et la signature du traité maroco-anglais en 1856, suivi d'événements douloureux comme la bataille d'Isly et l'occupation de Tétouan. Chapitre 2. De Mogador à Safi. C'est à Mogador que nous avons formé notre caravane pour gagner Marrakech à travers le Maroc méridional. Le voyage est aisé, dans une région très sûre, et la seule difficulté consiste à réunir les animaux nécessaires. À cet effet, une lettre du délégué du sultan à Tanger invitait le gouverneur de Mogador à nous prêter son secours. Nous trouvons le gouverneur actuel de la ville, Si El Ayad El Menebi Odar El Kaïd, dans un réduit obscur, s'ouvrant sur une cour étroite, il est accroupi devant une table à peine élevée au-dessus du sol. Mais le malheur veut qu'il ne puisse en rien nous servir, car les temps sont difficiles et il n'y a plus de chevaux disponibles à Mogador, Arca ayant réquisitionné toute la cavalerie de la province. Nous tombons, en effet, dans un moment fâcheux, où le gouvernement marocain vient de pratiquer une de ses opérations essentielles. Quand les tribus se mettent à témoigner d'une inquiétante agitation, le sultan a coutume d'entreprendre contre elle une expédition militaire. Pour faire face à de semblables expéditions, qui remplissent à peu près complètement le règne des souverains du Maroc, l'armée régulière est insuffisante et le Makhzen doit lever des contingents supplémentaires. À cet effet, une arca est décrétée, la décision portée à la connaissance des caïds et ceux-ci doivent percevoir, sur leurs administrés, l'impôt extraordinaire qu'elle comporte. Cet impôt consiste à la fois en argent et en soldats, les hommes qui ne partent point se rachètent, et chaque unité de recrutement, une ou plusieurs tribus ou fractions de tribus, doit fournir, en outre, 600 cavaliers, à raison d'un cavalier par 50 feux. Le contingent part avec les caïds et rejoint le Makhzen dans un endroit fixé d'avance. Il va sans dire que le départ s'effectue sans joie, et que tout le long de la route, de multiples désertions affaiblissent la colonne. La levée actuelle est particulièrement importante, car les circonstances sont assez graves et l'agitation devient générale dans tout le nord du pays. À la fin d'août, les tribus berbères voisines de Fès, Guérouan, Benimtir, Zemmour, ont pillé le bazar de Meknès. Il y a un mois, une autre tribu, celle des Riata, s'est payé le luxe de proclamer un nouveau sultan dans la ville de Taza, donc la présente arca est double, on réclame à chaque unité 1200 cavaliers et autant de chevaux. Le contingent local est parti, il y a plus d'une semaine, de Mogador, pour Rabat, point de réunion fixé, et les premiers déserteurs viennent à peine de rentrer en ville. Le 12 novembre, les arrangements sont terminés, et nous sommes en mesure de partir. Toute la matinée se passe à organiser le départ, et le groupement général se fait sur l'esplanade du Méchoir. Nous sommes 12 à nous mettre en route, accompagnés d'un domestique européen et d'un cavalier algérien, le Caïd Ahmed. 34 colis contiennent nos bagages, des provisions pour un mois, et les objets de campement. 11 mules, dont 8 de charge, sont affectées au transport des hommes et des bagages, sous le contrôle de 5 muletiers. Un mokazni nous a été adjoint par le gouverneur, afin d'assurer à notre petite troupe la protection gouvernementale. De Mogador à Safi, sur 110 km, le chemin direct suit la plage, mais nous préférons abandonner la route Makhzen et faire un détour par l'intérieur, en traversant le massif du Djebel Hadid. Le sol est rouge et pierreux, l'eau rare est recueillie dans des citernes. Le blé, l'orge et le maïs sont les seules cultures, comme arbres fruitiers, les figuiers, les nopals, les caroubiers, quelques dattiers. L'arganier est indigène à la région et y constitue la caractéristique du paysage. Il n'existe guère que dans les deux provinces de Chiadma et de Aa, entre l'Oued Tansift et l'Atlas. Son tronc, qui atteint à peu près les mêmes dimensions que l'olivier, est noueux et se partage en branches multiples, sa verdure est sombre, ses feuilles poussent petites, allongées et drues, il produit un fruit en forme d'olive, dont le noyau contient une amande, ces amandes, une fois extraites, sont pressées par les femmes dans des moulins à main et donnent une huile susceptible d'être employée aux usages domestiques. Tout le Djebel Hadid paraît une contrée de médiocre richesse, mais boisée, verdoyante et fort belle à parcourir. Au nord, plusieurs oueds ont creusé dans le plateau des crevasses profondes. Au midi,
des vallées bien arrosées, dont les noms même indiquent la précieuse humidité Oum El Oyoun, mer des sources. Aïn El Hadjar, source des pierres, développe des jardins d'oliviers et de grenadiers, ombrageant des cultures maraîchères. Aucun village sur le chemin, les habitants vivent dans des dares en pierre ou dans des noualas recouvertes de chaume. Ces habitations sont le plus souvent dissimulées dans la verdure, et n'étaient les clôtures des champs, les troupeaux de vaches, de moutons et de chèvres, ainsi que de rares passants voyageant sur des ânes ou conduisant à la ville des chameaux. Chargés de céréales, on ne soupçonnerait guère au Djebel Hadid l'existence de la vie humaine. Le Djebel Hadid appartient à la tribu des Chiadma, qui sont berbères arabisés. La tribu a 4 caïds, ceux-ci et les cheikhs des Kabyles habitent des maisons fortifiées, surmontées d'une haute tour crénelée. Caïd et cheikhs représentent dans Chiadma l'autorité administrative. L'influence morale, et même politique, se trouve appartenir à la famille maraboutique des Regraga. D'après la légende, l'auteur de la famille fut un berbère, qui, frappé d'une inspiration d'en haut, se rendit en Arabie auprès du prophète. Il paraît que Mahomet lui adressa la parole en chleu et lui confia le soin de convertir à l'islamisme son pays d'origine. Ses descendants exploitent aujourd'hui une tradition aussi flatteuse, bien qu'ils ne possèdent point de zikr, document, spécial, aucune confrérie religieuse n'a pu prendre pied dans le Chiadma, tout le monde s'y reconnaît serviteur des Regraga et à ce titre, leur apporte des aumônes. La plupart des marabouts, dont les tombes sont vénérées dans le pays, appartiennent à leur ascendance et c'est d'eux seuls que relèvent toutes les Aouïas. Traverser la ligne de fête du Djebel Hadid, dans une gorge boisée, l'Oued Tansift forme une large plaine d'alluvions, pour se jeter à quelque distance de là dans la mer, entre deux hautes dunes rougeâtres. C'est, après l'Oum El Rabia, le cours d'eau le plus important du Maroc méridional. Il draine toute l'extrémité occidentale du versant nord du Grand Atlas, ainsi que la plaine de Marrakech. Les pluies dans les grandes montagnes l'exposent à des crues subites, et l'on est sûr de pouvoir continuer sa route, qu'une fois le fleuve franchi. Entre le Djebel Hadid et la mer, le privilège des gués appartient aux 2 Aouïas de Sidi Aïssa et d'Ertenana ainsi qu'à l'importante fraction des Ouled El Hadj, qui bordent sur ce point le cours du Tansift. Quand l'eau est basse, les gués sont libres, si le fleuve devient plus gros, le transport des hommes, des bêtes et des charges, appartient à ces passeurs patentés, awarm, nageurs, qui réclament, en échange du service rendu, un prix proportionné à la difficulté du travail. L'Oued Tansift nous fut clément, nous le passâmes au pied même du Djebel Hadid, un peu au-dessus de la Zaouïa de Sidi Aïssa, dont la Kouba et les murs étagés s'abritent dans un repli de collines. Sur ce point, la largeur du fleuve est d'une 50aine de mètres dans un lit encaissé, mais nos montures n'eurent d'eau que jusqu'au poitrail. Du Tansift à Safi nous avons cheminé, pendant une 12aine d'heures, au travers d'un interminable plateau mamelonné, coupé de vallées qui s'élargissent à mesure que l'on pénètre dans la province d'Abda. Chez cette frontière maudite, les champs se multiplient, et de petits groupes de noualas apparaissent sur les points élevés. Puis peu à peu les espaces cultivés s'élargissent, les arbres deviennent très rares, il faut faire une longue route pour trouver quelques oliviers, un verger de figuiers, des plantations de vignes ou et de nopales. Le sentier se prolonge monotone à travers les genêts et les palmiers nains, sur un tapis d'herbe parsemé d'iris, de narcisses, avec des tiges de cils et des touffes d'asphodèles. Les taches blanches dans la campagne indiquent les fermes des grands propriétaires, qui se partagent la majeure partie du pays, ce sont des dars, maisons, si le propriétaire en a fait son installation permanente, des azibs, habitant ailleurs, il y vient seulement, par intervalle, pour les travaux des champs. Dars ou azibs sont désignés par les noms de leurs propriétaires, en y joignant le nom de la fraction, sur le territoire de laquelle ils sont installés. Le domaine où nous sommes accueillis comporte une grande maison d'habitation blanchie à la chaux, elle est ados à un double enclos pour les béhuffes et les chevaux, le long des murs en pierre sèche, vivent 6 familles dans des noualas recouvertes de branches de genêt. Ce sont les métayers et camés auxquels le propriétaire fournit le logement, le cheptel, les semailles, du maïs pour leur nourriture quotidienne, ils partagent la récolte avec eux, et, dans la région, leur part habituelle est du 8e, un peu plus loin, derrière un buisson de figuiers de Barbarie se dissimule un autre groupe de chaumières, où habitent quelques familles de travailleurs, que notre hôte, en cas de besoin,
engage à la journée. La côte de Safi est une falaise circulaire, que domine, au nord, le cap Safi, avec les ruines d'une ancienne vigie portugaise. La ville se presse sur un éperon qui descend rapidement vers la mer du plateau d'Abda. Au bord même du plateau s'élève la Kasbah, c'est la seule partie de Safi que l'on aperçoive, en arrivant de l'intérieur. Se trouve-t-on, dans la forteresse, on voit à ses pieds une étroite cascade de maisons planches à toit plat, dévalant jusqu'au port entre deux murailles parallèles, des tours craignent et flanquent les murs, et, sur le rivage, un grand château fort complète ce système de fortification, qui est d'origine portugaise. Au milieu de toute cette blancheur, surgit la masse carrée d'un seul minaret. Vers la droite, un ravin profond, contenant pêle-mêle de pauvres chaumières et quelques koubas, au milieu de la verdure. À gauche, le faubourg de Rabat, qui renferme les entrepôts des négociants et une grande zaouïa, enlevée sur le tombeau du marabout, patron de la ville. À mon sens, Safi est la plus jolie cité marocaine de la côte, je laisse de côté Mogador, qui n'est qu'une fantaisie européenne sur un thème marocain. À part Rabat, ces villes ont peu d'histoire, et, partant, peu de monuments. La vie nationale s'est toujours concentrée dans l'intérieur du pays, et, depuis plusieurs siècles, les ports ont été considérés comme sacrifiés au contact avec le monde extérieur. Le commerce le délaisse de plus en plus. Cela tient à la difficulté des opérations du port, où les barcasses doivent accoster dans une anse minuscule, commandée par un gros écueil, le moindre mouvement de la mer fait déferler les vagues sur la barre, et, faute d'un wharf, les navires restent souvent plusieurs jours en rade, sans communication possible avec la terre. Presque toujours inutilisable pendant l'hiver, le port de Safi se réduit à n'être qu'un simple port local pour les provinces limitrophes d'Abda, Damar et le sud de Doukala. Il exporte des grains, maïs, fèves, pois chiches, graines de lin, alpistes, quelques pots et même un peu de gomme arabique, quand l'été a été chaud dans les collines des Amars. Le tonnage du port ne dépasse pas annuellement 60 000 tonnes, tandis que celui de Mogador est de 250 000 tonnes. Ainsi que l'indiquent les statistiques, le commerce anglais est prépondérant, les trois maisons anglaises de la place sont à peu près maîtresses de l'importation. Pour l'exportation, elles sont vivement concurrencées par les Allemands, qui sont représentés par la succursale d'une maison de Mogador. Par malheur, notre commerce tend à disparaître de la place de Safi, nous n'y avons aucun commerçant, la maison consulaire est vide et la poste française confiée à un Gibraltarien, seul, la compagnie Paquet fait quelques apparitions dans la rade. Dans la colonie européenne, qui compte quelques 150 personnes, il n'y a qu'une famille française, dont le chef tente, en ce moment même, d'établir dans la ville un moulin à vapeur. Comme ailleurs, la plupart des Européens établis à Safi, sont des artisans espagnols ou gibraltariens. Les négociants sont anglais ou allemands, parfois juifs. Un médecin espagnol, la mission franciscaine espagnole, qui a ouvert une petite école, enfin une mission protestante anglaise complète le personnel européen. Sur les 10 000 habitants de Safi, il y a environ 1500 juifs, ceux-ci n'ont point l'obligation de vivre dans un méla et se répandent par toute la ville. Sauf quelques commerçants bien placés, la communauté est misérable, de tout petits marchands, quelques bateliers et portefaix. Le conseil de la communauté dispose de ressources si restreintes qu'il ne peut fournir une subvention suffisante pour obtenir de l'Alliance israélite l'ouverture d'une école. Actuellement une vingtaine d'enfants juifs fréquentent l'école franciscaine et y apprennent l'espagnol.